Le 4e cycle électoral est désormais derrière nous. Mais quelles sont les leçons à tirer des élections de 2023? Jonathan Bilari, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, Joseph. Alors, je vous présente comme candidat aux législatives 2023. Ce n'est pas une qualité, mais je vous présente ainsi puisqu'on va parler de vous. Absolument. Parlez-nous de votre expérience électorale. Très belle expérience. Très belle expérience, c'est que vous rencontrez des problèmes au-delà de votre jugement. C'est que ce que vous attendez de loin, vous confrontez vraiment ce problème. Et la réalité était tout autre. C'est vrai que je suis journaliste des professions, mais des vrais problèmes, je les rencontrais pendant que je faisais du porte-à-porte. Okay. Et je comprenais qu'il y avait tellement de soucis, et surtout chez moi dans le Moamba, que j'ignorais, dont j'ai vraiment pris connaissance. Et je pense qu'après, que même en n'ayant pas été élu, je peux quand même tendre la main autrement et essayer de tendre la main et proposer des solutions aux problèmes de ma circonscription qui est le Moamba. Et donc, une très très belle expérience, fatigant quand même. C'est pourquoi je tenais aussi à féliciter les autres candidats qui se sont battus bec et ongles, qui sont descendus sur le terrain, que ce soit au niveau de la présidence, pour les législatives. Et je ne vous dis pas la pression que vous avez chaque jour. Moi, je me réveillais chaque jour en me disant que demain, et comme les 18, le 19, qu'on arrête carrément, qu'on oublie cette histoire, que l'on reprenne la vie. C'était quand même épuisant. Chaque jour, tu as les appels de ta base, c'est des problèmes, c'est des descentes qu'il faut organiser, c'est des moyens qu'il faudrait engager. Pas du tout facile, mais belle expérience, parce qu'après, tu rencontres des personnes, tu sais voir l'espoir que tu portes et ce que tu représentes pour les gens qui veulent te donner leur voix. Et c'est ce qui est beaucoup plus amusant pendant la campagne électorale. Alors, vous vous êtes fait dévoiler. Ceux qui vous suivent à la télé connaissent maintenant que vous êtes Moana Moamba. Oui, mais c'est vrai, parce que nous tous, on tire nos origines quelque part. Okay. Moi, je suis vraiment de Moamba. Et je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, mon histoire est là, je suis allé à l'école là-bas, l'université là-bas. Donc, toute ma vie, c'est le Moamba. Même quand on a changé des quartiers, mais je ne suis que resté là. Je suis allé de Lemba, on est allé à Matete, à des bonhommes. Donc, ma vie vraiment tourne autour de ça. C'est en grandissant que je suis allé un peu loin, mais ma vie, mon histoire, tout est attaché là-bas. Alors, pourquoi vous n'avez pas été élu? Bon, je l'ai dit parce que l'autre fois, j'ai même discuté avec un aîné que je salue en passant, M. Didier Pambia, qui m'avait appelé au téléphone me disant « Mais allô, candidat malheureux ?» Je dis « Non, moi je ne suis pas un candidat malheureux. Je suis un élu de Dieu, la voix du peuple, non proclamée par la CENI, tout simplement. » Non proclamée. Tout simplement non proclamée par la CENI. Attention, vous êtes sur les chemins des Fayoulou. Non, j'ai dit non proclamée par la CENI. Commencer à revendiquer la vérité des urnes. Non, mais si je l'ai dit, je vais même dire pourquoi je l'explique. Parce que après, tu ne dis pas quelqu'un qui a fait un score, qui a fait plus de 3000, 4000 voix, qu'il a échoué aux élections. L'affaire de Seuil que moi j'ai décrit jusqu'à ce jour, qui pour moi est antidémocratique, n'a pas permis aux vrais leaders d'opinion de se faire une place au sein de l'hémicycle. OK ? On est tombé sur des candidats qui ont pu se faire une place à moindre voix, 500 000, 192 voix d'ailleurs, et chose étonnante. Mais après, l'on comprend que tel est le système. C'est ces règles de jeu qu'on n'a pas pris soin de pouvoir expliquer réellement à la population. On l'a dit de manière politique, mais pas pédagogique. On aurait pu bien expliquer. Mais moi, je pense, et surtout je demande aux élus qui ont une place au sein de l'hémicycle, de revoir un peu cela, de proposer d'autres lois électorales qui va permettre, même à ce que moi, je me vois peut-être en 2028 aller en indépendant, et je sais que c'est possible avec les scores et surtout les entrées aujourd'hui, et la confiance que la population m'accorde, de pouvoir faire un score et se faire une place sur l'hémicycle. Sinon, cela continuera toujours, et le peuple sera toujours déçu d'avoir des élus dont eux n'attendent vraiment pas. Je pense que le seuil n'a pas vraiment assez facilité les choses. C'est pourquoi je me dis là que je suis un élu de Dieu, la voix du peuple, non proclamée par la CENI. Alors, ce que vous dites là, pourquoi ne pas en faire un combat dès maintenant, un combat made in Jonathan? Mais si, c'est pourquoi on s'est tous engagés. Je pense que je ne suis pas le seul. J'ai vu pour les autres compatriotes dans le Nord Kivu qui ont décrié cela. Nous, on est en train de le faire. Mais le problème, c'est qu'à ce stade-ci, il y a d'abord dans l'entrée des jeux des combats qu'il faudrait mener. Moi, Jonathan, s'il y a des choses que je dénonce déjà dès l'entrée des jeux, ici, pour le compte deuxième mandat du chef de l'État, je l'ai même demandé, que ce soit sur mon plateau télé, ou soit partout je suis passé comme invité, je l'ai dit, qu'il est temps de laisser ceux qui ont été élus de travailler à l'Assemblée nationale.
de rester au Parlement, de proposer des lois qui vont sortir le peuple dans la misère, qu'il n'y ait plus de cumul de postes. Parce que l'on sait que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vont se battre parce qu'ils ont assez de moyens, ils vont se faire élire. En leur place, ils vont mettre leurs gosses parce qu'ils vont se battre pour entrer au gouvernement, ou soit encore devenir directeur général des entreprises publiques, etc. Alors que le Congo, ils ont clan Yabatou Mokote. Le chef de l'État, lors de son discours d'investiture, il a dit non au crénisme. Je pense qu'en disant non au crénisme, qui de fois marche de pair avec le népotisme, devait s'arrêter là. Je pense que le Congo nous appartient tous. Nous avons tous des rôles à jouer. Moi, mon niveau en tant que journaliste, si demain je suis appelé à servir la nation autrement au sein du gouvernement, je répondrai avec fierté. Ce n'est pas que la compétence me manque, non. C'est parce qu'après, il y a ces personnes qui se choisissent. Et moi, la plus grande crainte, c'est que, certes, nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont entrés en jeu. Je suis très content parce que le chef de l'État aujourd'hui a un œil regardant sur le jeune. Mais je me pose la question aussi sur ces jeunes qui sont désignés. Qui sont-ils réellement? Quel profil ont-ils? Ou soit encore, c'est par désignation de partis politiques qui sont conduits par leurs parents et qui, au lieu de choisir des jeunes compétents, ce sont eux qu'on désigne. OK? Je pense qu'il faudrait quand même revoir en ce sens-là. Mais je pense que le combat déjà pour moi, à mon niveau, c'est que je sais qu'à un moment, on va devoir tabler sur ça, parler sur la proposition de nouvelle loi électorale et revoir sur cette affaire de seuil. Mais dans l'entre-deux-jeux, pour moi, c'est d'abord limiter, qu'il n'y ait plus de cumul de postes. Vous avez aujourd'hui au Parlement, nous avons plus de la moitié du gouvernement qui est au sein de l'hémicycle. Nous autres, avec qui nous avons concouru avec eux, parce qu'eux, ils avaient des moyens, ils étaient aux affaires, ils ont de l'argent. Nous, c'est des maigres moyens de journalistes, 20, 10 que tu mets de côté et tu vas battre campagne. Déjà, nous, comme qui dirait les Quinois, pour ceux qui sont parieurs de Paris Foot, c'est que toquer déjà un handicap. Donc, bon, on va gagner. Mais va te faire un parlement. Parce que je te dis, les gens, peut-être ne le savent pas. Les gens ne le savent peut-être pas. Le social d'un pays est garanti par ses élus. Ce sont ces élus qui proposent des lois ou que, là, Jonathan Billard, si je tombe malade, absolument. Voilà. Si moi, Jonathan Billard, je tombe malade demain, que je puisse recevoir des soins gratuitement, sans débourser $1, qu'il y ait de couverture de santé universelle, certes, on en parle, mais qu'il y ait des vraies applications derrière. Ce sont les élus qui font ce travail-là. Qu'un jeune étudiant qui finit ses études, qui est au chômage, qui puisse avoir la possibilité d'être identifié par l'ONEM, avoir $100 qui peut le permettre, pendant qu'il est en train de chercher du boulot, qu'il ait un moyen qui va le permettre de subvenir d'abord dans ses besoins. On litera pas mal et on donnera la solution à plusieurs problèmes. Je pense que c'est les élus là. Qui restent là-bas. Qui restent là-bas. Alors, je vous ai suivi avant ce plateau. Jonathan Billard est très en colère contre le seuil, mais il n'a pas voulu saisir la cour. Pourquoi? Mais parce qu'après, je trouve que pour moi, personnellement, c'est une grosse perte de temps. Je m'explique. Parce qu'après, les gens ne le savent pas. Quand on va à la cour, on n'attaque pas le candidat. Non. C'est à la CENI. Je pense que la CENI, lui, ramène ses preuves. OK? Tu as beau avoir des preuves, mais si la CENI ramène des preuves que peut-être vous n'en disposez pas, je le dirais, je ne sais pas s'il y a un seul candidat qui a réussi à avoir les PV dans tous les centres. Et ça aussi. Ça, c'est un problème. Alors, ceux qui ont les PV, ce sont ceux qui ont de l'ancrage dans leur quartier, dans quelques coins où ils ont grandi, où ils savent qu'ils peuvent s'en procurer. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais comment tu espères gagner face à une CENI qui a tout et qui dispose tout? Parce que c'est lui qui a désigné ce gagnant-là. Je ne dis pas désigné, c'est lui qui a proclamé ce gagnant-là. OK? Mais quand il proclame ce gagnant, donc, à suffisance qu'ils ont des preuves qui démontrent que c'est le candidat proclamé qui a gagné. Voilà. Et donc, ça, c'est une grosse perte de temps. Au lieu d'aller perdre du temps, c'est vrai que ça décourage. Personnellement, moi, j'ai été très choqué. C'est un résultat dont je n'attendais pas. Et après, je ne dis pas que j'ai vu un rêve être brisé, mais après, je me suis dit, ça va peut-être prendre 5 ans encore qu'il faut se remettre dans la course. Mais comment on fait? Comment on fait pour s'y prendre et gagner les élections en 2028? Est-ce qu'on doit être hors système ou on doit être dans les systèmes? Bon, comment je fais, n'ayant pas été élu, pour apporter ma petite pierre d'édifice aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, par exemple? Dans ce moment-là, on est en train de réfléchir, voire proposer. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sont levés, ont créé des associations, mais des associations pas du tout sincères. Voilà. Des associations qui ont pour finalité qu'avoir des postes, un point trait. Et moi, je suis en colère, voir des jeunes qui utilisent des autres jeunes
pour arriver à leur fin et puis claquer la porte. Non, non, moi, je ne fais pas de la politique parce que j'ai besoin de rouler carrosse, parce que j'en ai déjà. Je ne fais pas de la politique parce que j'ai besoin d'acheter du pain. Ça, je ne le ferai jamais. Je pense qu'à mon niveau aujourd'hui, j'ai pu réussir à prendre de l'ascension, à cadrer ma vie. Aujourd'hui, il m'arrive de ne pas me plaindre sur des choses, mais je ne suis pas totalement heureux parce que mon environnement est pauvre. Voilà. Je ne vous dis pas combien de demandes que l'on reçoit chaque jour. Je suis obligé d'arriver au bureau, au poste de mon travail, aller parquer la voiture peut-être 2 avenues après, parce qu'il y a de ceux gens qui vont débarquer dans mon bureau, ils vont me parler de leurs problèmes. Ils ne comprendront pas peut-être que je suis en manque. Konazangi. Pareil aussi chez moi à domicile. Donc c'est des problèmes comme ça que tu rencontres. Et c'est des problèmes qui nous révoltent. Comment tu expliques avec des amis d'enfance avec qui j'ai grandi, si on est un homme de 10, on est peut-être 2, on peut se prétendre avoir du travail. Les 8 autres, bah, coopérants. Dans un état sérieux, pour des jeunes avec qui j'ai étudié, j'ai été à l'université, baza maël, baza na compétence, mais bah, si tu as su un beau que zopé sa bonne possibilité, je ne peux pas me sentir heureux. Telles sont les raisons qui m'ont boosté, moi, Jonathan, à pouvoir prendre la parole. C'est comme ça que j'ai dit que j'étais l'élu de Dieu et la voix du peuple. Alors, avant qu'on parle réforme, j'aimerais qu'on puisse aussi, en se basant de votre expérience électorale, pour relever certaines failles de la CENI. Absolument. Vous, par exemple, à quel niveau vous rendez la CENI responsable de certaines réalités? Déjà, moi, je parle déjà de l'organisation. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs failles, même le jour de l'organisation, le déroulement de l'élection, les 20 décembre, par exemple. Okay. Moi, je n'ai pas eu vraiment de problème. Quand je suis arrivé, je me suis présenté en tant que candidat, on m'a donné la facilité d'aller voter. OK? Mais nos témoins ont eu du mal. Même pendant les comptages des voix, c'était tout un problème. Avoir les PV, c'était la guerre interminable. Déjà, ça posait problème. Les macarons qu'on n'a pas pu avoir à temps, ça, c'était déjà un problème. Dans d'autres centres, même la population n'avait pas d'informations exactes sur l'heure exacte qu'on allait faire venir les machines. Et il y a de ce fois où les chefs de centre pouvaient se permettre de fermer les centres, de dire que machine est zuipan, tozoya, mais quand. Et même quand ils reviennent avec ça, mais papa, la population n'est pas du tout informée que machine est, c'est de bouche à l'oreille, machine est, on a voté et tout ça là. 2 jours après, au fait, il y a eu vraiment un grand désordre le jour de l'élection même. Un très très grand désordre. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a eu un taux faible de participation. Et ça explique tout ça. Et surtout le 20 décembre. Vraiment, cette date a été très 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 chaotique. Et je le dis en étant de l'Union Sacrée, que personne, que ce soit ceux de l'opposition et l'Union Sacrée, a applaudi pour le déroulement du 20 décembre. Il y a eu beaucoup des problèmes sur l'organisation. Chose à applaudir, c'est le respect du délai que le président Denis Kadima de la CENI, il avait tenu mort du cul à organiser ses élections le 20 décembre. Il a réussi, mais nous tirons des leçons par rapport à l'organisation. J'aime sa sincérité en disant qu'il faut tirer des leçons. Si c'est qui n'a pas marché, il a même fait des propositions en disant que si prochainement, qu'il faudrait tenter peut-être ramener les élections un peu plus tôt, juin, juillet, pendant la saison sèche, etc. C'est pour dire qu'en vrai, il a déniché des problèmes qui n'ont pas permis à ce qu'il fasse le max de son travail. Donc je pense que la date du 20 décembre, ramène le tout dans une casserole. Très bien. Alors on parle réforme maintenant. Vous vous attaquez au seuil électoral qui est antidémocrate. D'ailleurs, je signale qu'à Goma, il y a eu même un député élu avec 19 voix. Ce qui a choqué, et celui qui a été le président de l'Assemblée provinciale, si je ne me trompe pas. Au-delà du seuil, existe encore d'autres réformes que vous voulez, vous, à votre niveau? Oui, bien sûr. Mais écoutez, moi, je pense que la loi électorale qui nous a permis de pouvoir bien faire les élections en 2006, on peut le revoir aussi. Ramener les élections présidentielles à 2 tours, oui, il faut le voir, parce qu'à un moment, il ne faut pas limiter les décisions du peuple. OK. C'est le peuple qui décide dans une vraie démocratie. C'est le peuple qui décide. Je pense que cette proposition de loi 2006 peut faire quelque chose. Que l'on tente l'expérience, ramenons-le, parce que si cette loi électorale 2006 a permis d'avoir des élections libres, crédibles et transparentes, pourquoi on ne tenterait pas cette expérience? Parce qu'il est à noter que ça reste les meilleures élections organisées en RDC, celui de 2006. Recourons à cela, tentons-y l'expérience en 2028. Pendant que les autres parlent de ces élections qui
sont des meilleures élections non, pas jusque là. Non. Il faut être sincère. On est politique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en étant jeune, on ne peut pas persévérer dans la politique de la démagogie. Non, ça ne sert plus à rien. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire les choses telles quelles. S'il y a de ce top des élections qui a eu lieu en République démocratique du Congo, c'est sur les élections de 2006. Recourons aux élections de 2006. Très bien. Mettons-en en application, tentons l'expérience pour 2028, voyons les résultats. Si peut-être ça ne marche pas, si en ce moment-là, on passera. Mais moi, je pense que ça reste. Parce que même en lisant, allant sur l'organisation, les enrôlements, non, on n'en a pas connu. Il n'y en a pas eu deux. Et pour ceux qui pensent qu'un mandat a 7 ans pour le président de la République, et ils trouvent comme raison que le pays est à dimension continentale, 5 ans c'est insuffisant, c'est une réflexion qui tient debout. Ben oui, mais écoute, moi je ne partage pas totalement l'avis. Moi je me dis que déjà nous sommes dans un élan démocratique où les élections s'organisent à temps, il y a un président qui va battre campagne, qui a réussi à se faire réélire. En 2028, je sais qu'il va déposer, qu'il y aura un autre candidat, peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va venir, qui gagnerait les élections, etc. Restons dans cet élan démocratique. Il ne faut pas qu'il y ait cette chaîne qui se brise. Je pense qu'on est déjà sur le droit chemin. C'est pourquoi j'applaudis chaque fois les initiatives prises par le président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est vrai que l'on reproche de l'entourage, même à la prière du pasteur Roland Dallon en disant, il a demandé à Dieu de lui donner des hommes et des femmes de qualité. Voilà. C'est pour dire des hommes et des femmes de qualité, des personnes qui veulent travailler pour le développement, pas pour leur intérêt égoïste. Ceux qui veulent 7 ans, c'est 7 ans pas de bonne gestion, c'est 7 ans où on a du temps pour tripatouiller, détourner de fonds, passer du temps dans la corruption, s'enrichir. C'est ces gens-là qui veulent 7 ans. Mais les gens qui veulent travailler vraiment pour la nation pensent déjà comment mettre déjà des bases, permettre à celui qui viendra après puisse, parce qu'on est dans cette suite logique. Celui qui vient après va dans la continuité, ok? Mais il continue avec quoi si toi tu n'as rien laissé? Mon cher ami, quand on a envie de travailler pour la nation, on n'a pas besoin de l'éclamer ou de le dire, on se met au travail. On se met tout simplement au travail. Quelle que soit la durée, le délai. On se met tout simplement au travail. Laissons les peuples juger. On se met au travail. Mettons-nous d'abord au travail. Travaillons. Et après, je ne pense pas qu'à un moment, peut-être si ça va arriver, ça arrivera peut-être après, mais je ne trouve pas ça. Moi, je pense que restons sur les 5 ans. 5 ans, ce n'est pas grand-chose, mais ça reste des années où, même toi-même qui as ce bâton de commandement, tu as la pression derrière le dos. Parce que tu sais que si ça ne marche pas, 5 ans après, la population est pissée un carton rouge. Alors, vous vous félicitez, vous aussi, du score réalisé par les jeunes à l'issue de ces élections, puisque quand on regarde l'actuelle Assemblée nationale, dominée par les jeunes. Dominée par les jeunes? Non. Je pense que c'est quand même équilibré. Hein. Oui. C'est quand même équilibré. Et beaucoup de jeunes ont réussi à se faire une place. Bon, il est question aussi de se poser la question sur la qualité de ces jeunes. Ont-ils réellement gagné les élections? Ça, je ne le sais pas. Beaucoup ont été cités dans des fraudes, etc., dont malheureusement on les a vus se faire élire. Beaucoup se sont fait une place au sein de l'hémicycle parce qu'ils sont fils d'eux. Et ça aussi, il faudrait en parler. Qu'en est-il des enfants qui n'ont peut-être pas de papa et maman au sein de ces sphères politiques, qui n'ont jamais fait de la politique actuellement, oui. OK. Et c'est ça la question que l'on se pose. OK. Est-ce qu'on doit nécessairement être l'enfant d'eux pour gagner les élections et député national? Quel message on renvoie? Parce qu'il ne s'agit pas que de nous. Nous avons une autre génération qui va venir nous remplacer. Ils auront qui en face d'eux comme modèle? Ils auront qui en face d'eux comme modèle? OK? Est-ce que vous voulez cet enfant-là, de 5 ans, 10 ans, qu'on lui apprenne en disant que, bon, OK, même à toi, tu as une classe, ceux qui papa n'a bundi, tu as comme ministre, tu as le biso cassé na kati ya bato asenite, vous avez la chance d'organiser. Non, le Congo nous appartient tous. C'est pourquoi je dis, OK, je ne leur félicite pas en disant bravo, vous avez gagné les élections. Parce que j'ai dit, je ne sais pas comment ils ont gagné ces élections. Mais la seule chose dont je demanderais à ce niveau-ci, c'est que le chef de l'État prête l'oreille à plusieurs jeunes. Il y a beaucoup de problèmes. Et je sais, et ce qui est bien, le chef de l'État connaît pas mal de jeunes. Il suit, il sait entendre, il sait laisser son oreille.
Et aujourd'hui, même moi, qui suis assis ici, je peux prévaloir de devenir Premier ministre. OK? Chose que en 2011, 2018, 2006, les jeunes, on ne pouvait pas se prétendre. À la limite, on avait des postes qu'on demandait. Mais aujourd'hui, on tente d'expérience. Tu rencontres des jeunes qui veulent devenir président de l'Assemblée nationale, de moins de 35 ans aussi. Et ça, c'est louable. OK? C'est pour dire que cet esprit de Lumumba refait maintenant surface. Parce que les Lumumba sont devenus premiers ministres, ils avaient quel âge? OK? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où un système a mis... il y a eu un système qui avait pour but de limiter les jeunes et de les mettre dans un carcan où on se plaisait d'être président de la Ligue de jeunes. Le poste que je déteste de toute ma vie. Président de la Ligue de jeunes. Alors que tu es en France, un jeune homme de 21 ans qui est président de la Ligue des jeunes du parti de Macron, par exemple. Yozan a 45 ans. Ozo qui a 50 ans. Mais tu es heureux, Ozo, la présidente de la Ligue de jeunes. Bon, ou comme un ministre de mon colonie. Yono, il dirigé. Bon, bah, comment on peut dire la ministre et Sengele Ozo a 60 ans, 50 ans. Non, non. Bissono, c'est Sengele au servir. Mais qu'au servir en disant non aux antivaleurs. Tu sais que dans ce pays, nous sommes allés très loin avec les antivaleurs. Oui. Nous sommes allés très loin. Très, très loin. La corruption a gagné le terrain. Aujourd'hui, ce sont les antivaleurs qui prennent de la place. On normalise les antivaleurs. Personne ne dénonce les choses comme ils se doivent. L'argent prend les dessus sur les personnes. Et ce sont des choses qu'il faudrait éradiquer pour espérer un Congo meilleur. Demain, un Premier ministre jeune, mais quand on regarde la scène politique, les tractations, apparemment c'est comme si c'est pris en otage par les présidiums des unions sacrées où il n'y a aucun jeune. Le président Félix Tshisekedi va surprendre, ça je te le dis ouvertement, il va beaucoup surprendre. On a eu un Premier ministre jeune, Samalou Konde est jeune, mais le président de la République va surprendre. Et c'est ce qui va se passer dans ce parti-là. Ok, vous êtes tel parti, ok, proposez des profils de jeunes de moins de 35 ans par exemple. Vous êtes tel parti, proposez des jeunes dames de moins de 30 ans. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Ce n'est pas ce même nom que vous avez connu. Il va leur surprendre. Et à chaque fois, j'aime bien l'attitude du chef de l'État, où il connaît très bien qui l'entoure. À un moment, quand il frappe là où personne n'attend cela. Et je pense que c'est ce qui sera mis en application. Ils peuvent bien faire leur tractation. À un même moment décidé, vous verrez ce qui se passera avec le chef de l'État. Il va surprendre beaucoup. Au Combo, non. Proposant, vous avez des gens dignes dans votre parti politique. C'est des choses qui seront demandées. Et c'est ce qui va se passer. Et j'aimerais vraiment revenir ici sur ce plateau après la publication du gouvernement. Comme Premier ministre. Après la publication. Non. Je sais que ça arrivera. Oui, ça arrivera certainement. Oui. Parce que je ne lâche pas quand on est en politique. On se bat. On se bat. On ne s'arrête pas. C'est pourquoi je dis qu'après les résultats des élections, je n'ai pas abandonné. Je continue à faire des actions. Je continue toujours à aller rencontrer ma base. Je ne m'arrête pas là. Mais je dis que je reviendrai sur ce plateau après la publication du gouvernement qui sera mise en place pour discuter maintenant sur le profil. Je te dirai, tu vois ce que je t'avais dit, c'est la chose qui vient d'arriver. Alors, parlons-en. Quels doivent maintenant être les profils de ces prochains premiers ministres, selon vous? Bon, moi je pense que, nous devrions avoir un... Je pense il faut... Moi, je pense qu'à ce stade, je ne pense pas directement jeune comme Premier ministre. Nous avons besoin d'avoir un Premier ministre rassembleur. 1. Okay. 2. Un technocrate. 3. Un Premier ministre rempli de diplomatie et qui a l'écoute de chaque tendance politique. OK? Et je ne souhaite pas avoir un Premier ministre d'obédience. Moi, d'ailleurs, si ça dépendait de moi, que l'on nomme même un Premier ministre qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a comme moi, Union sacrée, PSR, opposition, non. Qu'il nomme personne qui n'a rien à voir avec les obédiences politiques, un technocrate qui arrive, mais rempli de diplomatie et qui peuvent être à l'écoute de plusieurs couches sociales et se mettre au travail, tout simplement. Mais pas un novice, hein. On risquerait de... Non, il y a beaucoup d'expérience. Non, il y a des gens expérimentés dans ce pays. Moi, j'en connais. J'en connais des hommes et des femmes qui peuvent se mettre. Moi, par exemple, quand je me réveille un bon matin, que l'on nomme, par exemple, une dame comme Anne Bougou Gemaremo, Premier ministre, en tout cas, je ne sais pas combien je sauterai de joie. Pas parce que c'est une dame qui sera nommée, mais c'est de la compétence et de la qualité qui sera placée. C'est une dame qui a de l'expérience, c'est une dame qui a de la diplomatie,
qui est à l'écoute. Je parle de l'expérience, parce que je la connais personnellement. Et quand je vois tout ça réuni en laine, je me dis, elle, Premier ministre, on a le résultat attendu. C'est une technocrate, etc. Vous avez M. John Kanoni, par exemple, que je cite aussi. C'est des gens qui sont à l'écoute de jeunes, qui écoutent plusieurs couches. Et plus loin d'ailleurs, c'est des gens qui se mettent d'ailleurs au service des autres. Vous voyez leur façon de faire, l'approche des autres, la diplomatie, même quand ils sont critiqués pour leurs opinions, mais vous sentez de l'équilibre même dans leurs réflexions. C'est des gens comme ça, ou dont on n'entend pas souvent parler, mais qui peuvent servir au chef de l'État. Donc si je me réveille un bon matin et que j'ai ces deux profils dont je viens de citer, Mme Anne Bougougé ou M. John Sana Kanoni, écoute, je me dirais qu'en ce moment-là, le chef de l'État aura suivi cette émission et qu'il aura entendu et qu'il aura exaucé à ma requête. Or, c'est un poste qui est pris en otage par celui qui a la majorité au Mais c'est Parlement. lui, c'est dans sa discrétion. Vital Kamerhe vous a dit, lors de la rentrée, il a dit, écoute, le poste du Premier ministre et du président de l'Assemblée, c'est à la discrétion du chef de l'État. Donc, dans sa discrétion, Monsieur le Président, je te demande un peu pour ce donnant. Prière de voir leur profil et de mettre cela en application. Très bien. On est en train de chuter. Que devient maintenant Jonathan Bilary, politicien, 100% politicien ou journaliste? Oui, je suis acteur politique et journaliste aussi. Je pense qu'aujourd'hui, même que ce soit mes émissions, je suis beaucoup plus axé dans la politique aujourd'hui. Dans Par l'élection, par exemple, j'ai le grand débat aussi. De plus en plus, je suis axé dans tout ce qui touche notre politique, sur le social, un peu de la culture aussi, mais pas comme c'était vraiment auparavant. J'ai dû recadrer les choses, mais je suis acteur politique activement, mais je sais faire la distinction de par mon métier. Quand je suis sur mon plateau télé, que je reçois un autre politique, je suis journaliste. Même les questions qui sont posées sont traitées, réfléchies, que ce soit mes critiques. Je sais arriver à dissocier la personne que je suis en tant qu'acteur politique et en tant que journaliste. Je sais que c'est difficile, mais c'est quand même faisable. Et j'ai réussi à le faire. C'est beaucoup de pression quand on est politique, et surtout quand on a des appartenances, on est de telle obédience, est-ce qu'on est obligé de cadrer les choses? Même quand on est censé dire la vérité en tant que journaliste, on doit le régler. C'est le vrai X se trouve à ce problème-là. Voilà. Mais je reste quelqu'un de très neutre, et surtout quand j'exerce ce métier de journaliste, ce métier qui m'a tout donné en 10 ans d'expérience, c'est qu'au-delà d'atteindre la notoriété, de pouvoir stabiliser ma vie et de jouer aujourd'hui de l'équipe d'un part égal et de devenir la référence pour d'autres jeunes, je me dis qu'il faudrait que je lègue ces flambeaux. C'est pourquoi plusieurs jeunes qui m'approchent pour ça, je leur cède petit à petit cette flamme pour dire après, je serai dans l'obligation un jour de pouvoir laisser cela définitivement et entrer en danse. Très bien. Dernière question. Vous réfléchissez très bien. Merci. Des jeunes comme vous ont décidé de rallier Corneille Nangaa. Un mot. Je suis démocrate. Nous sommes dans un État démocratique. Congolais, je suis Congolais, je le reste. Okay. J'aime bien l'un des paragraphes de notre hymne national. Dressons nos fronts, longtemps courbés pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple ardent, c'est par le labeur que nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Par le labeur, par le travail, tout simplement. Je n'ai pas besoin de prendre des armes. J'ai besoin de dire ce que je pense, dénoncer le mal, travailler pour l'intérêt de la nation, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, José. Un jeune comme vous, Adam Chaluy, est en train de vous suivre, mais il est dans la brousse. Je pense que chacun de nous a ses opinions et ses motivations. Mais pour le Congo dont moi je rêve, ne m'oblige pas à aller dans la brousse. Un mot pour lui, Adam Chaluy. Il a ses raisons et motivations. Adam Chaluy, vous avez vos motivations et vos raisons. Je ne vous juge pas non plus. Mais je fais appel à votre bon sens. Je pense que le Congo dont nous militons aujourd'hui, le Congo que nous aimons, ne nous demande pas de prendre des armes, de verser du sang. Ce Congo nous demande de nous rassembler ensemble. Le chef de l'État, lors de son discours, il a lancé cet appel. Nous voulons un Congo uni. Et c'est pourquoi je répète encore, et j'aime bien ce paragraphe, dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Au peuple ardent, c'est par le labeur que nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Très bien. Madame, Messieurs, celui que vous avez l'habitude de suivre à la télévision, vous l'avez su aujourd'hui, il était candidat à Moamba. Avec lui, on a partagé ses expériences électorales, mais aussi il a réfléchi sur les réformes que le Parlement peut entreprendre pour
nous léguer une loi électorale Absolument. saine. Absolument. Très bien. Merci beaucoup. Merci C'en beaucoup est pour fini pour l'invitation. cette émission. Merci de nous avoir suivis.